À la fête, alors que tout le monde buvait, ma mère a crié « Tessa, viens ici ». En m'approchant d'elle, elle m'a demandé de donner 23 000 $ du fonds pour bébé à ma sœur jumelle. J'ai répondu « Et pourquoi ferais-je ça? Ne vois-tu pas que je suis enceinte aussi ?» Elle ne m'a même pas laissé finir. Elle m'a frappé directement au ventre, ce qui m'a fait tomber par terre, haletante. Elle a ensuite dit en riant « Peux-tu répéter ça? Tu oses parler à tes aînés de cette façon? » Ma tante a ajouté « Tu as bien fait, en effet. Elle doit apprendre de cette manière. » Alors que je luttais pour respirer par terre, elles ont continué à me crier de leur remettre l'argent. Papa m'a donné un coup de pied sur le côté. Transfère-le déjà. Pendant ce temps, ma sœur continuait de siroter sa boisson en me narguant par terre. Maman m'a attrapé les cheveux et m'a levé la tête. Signe-le maintenant. J'ai donc décidé d'intenter une action en justice et ils ont tout perdu. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à poursuivre ma propre famille en justice. Ayant grandi à Rochester, New York, je croyais que le sang signifiait la loyauté, que les gens qui vous avaient élevé vous protégeraient toujours, et que les jumeaux partageaient quelque chose de sacré que les étrangers ne pouvaient jamais comprendre. Je m'appelle Tessa Nova, et ma sœur jumelle, Veronica, avait été ma moitié pendant 29 ans. Nous nous ressemblions presque parfaitement avec nos cheveux foncés et nos yeux verts, hérités de notre mère, Diane. Notre père, Lawrence, plaisantait toujours en disant qu'il avait besoin d'étiquettes pour nous différencier quand nous étions bébés. Bien que quiconque nous connaissait bien pouvait voir que nos personnalités divergeaient considérablement au moment où nous avons atteint le collège. Veronica aspirait à l'attention comme les fleurs aspirent au soleil. Elle devait être le centre de chaque pièce, la gagnante de chaque compétition, la favorite dans chaque scénario. Notre mère a nourri cette faim avec une offre infinie d'éloges et de traitements préférentiels que j'ai désespérément essayé d'ignorer tout au long de mon enfance. Laurence acceptait tout ce que Diane décidait, affirmant qu'une femme heureuse signifiait une vie heureuse, même lorsque ces décisions créaient un déséquilibre visible dans la façon dont leur fille était traitée. Ma tante Suzanne, la sœur aînée de Diane, avait toujours été la pom-pom girl et l'agent d'exécution de ma mère. Elle vivait à 3 pâtés de maison de notre maison d'enfance et s'immisçait dans chaque dispute familiale avec la même position. Diane avait toujours raison, et quiconque n'était pas d'accord était irrespectueux. Les deux sœurs fonctionnaient comme une unité, renforçant les points de vue de l'autre jusqu'à ce que leur version des événements devienne la seule vérité acceptable. J'ai appris tôt qu'il était inutile de discuter avec elles. Je me suis donc concentrée sur la construction de ma propre vie, séparée de leur drame. L'école est devenue mon refuge, un endroit où l'effort était corrélé au résultat d'une manière qui ne s'appliquait jamais à la maison. Les professeurs louaient mon éthique de travail, tandis que ma mère rejetait les réussites scolaires comme étant moins importantes que les trophées de Shirley Digne et les nominations au bal de fin d'année de Veronica. La disparité m'a appris à chercher la validation en interne plutôt qu'auprès des membres de ma famille qui ne la fourniraient jamais de manière constante. Les lettres d'acceptation à l'université sont arrivées pendant notre dernière année de lycée, et le contraste des réactions a cristallisé tout ce que j'avais pressenti, mais jamais entièrement articulé. Veronica a été admise dans une université d'État avec une bourse généreuse qui couvrait la majeure partie de ses frais de scolarité. Diane a organisé une fête, invité des proches de 3 États, et a passé des semaines à discuter de l'avenir radieux de sa fille avec quiconque voulait l'entendre. Mon acceptation à Syracuse avec une bourse universitaire partielle n'a justifié que de brèves félicitations et un rappel de ne pas laisser le succès me monter à la tête. Après avoir obtenu mon diplôme de l'université de Syracuse avec un diplôme en comptabilité, j'ai décroché un poste dans un cabinet de taille moyenne en ville. 7 ans de dévouement m'ont valu un rôle de comptable senior avec un salaire confortable. J'ai acheté une maison de ville modeste, constitué un fonds d'urgence et commencé à épargner pour l'avenir que j'espérais avoir un jour. Cet avenir a pris forme lorsque j'ai rencontré Grant Holloway lors d'une conférence à Albany. Il travaillait comme ingénieur civil pour une entreprise de construction, et son calme équilibrait ma tendance à l'anxiété. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous fiancer, et notre mariage était prévu pour le printemps suivant. La vie me semblait gérable, même avec les dynamiques familiales compliquées qui planaient en arrière-plan. La trajectoire de Veronica était différente de la mienne.
Elle enchaînait les emplois et les relations avec la même inconstance, attribuant toujours ses échecs à des circonstances extérieures. Notre mère complétait régulièrement ses revenus, couvrant le loyer lorsque Véronica dépensait son salaire en vêtements de marque ou la tirant d'affaires lorsque les factures de carte de crédit devenaient ingérables. J'ai cessé d'attendre de Véronica qu'elle contribue à sa part des cadeaux familiaux ou des dépenses de vacances, couvrant discrètement la différence pour éviter les conflits inévitables. Ses fiançailles avec Derek Monroe ont surpris tout le monde, y compris la famille de Derek. Ils sortaient ensemble depuis à peine 6 mois lorsque Véronica a annoncé qu'ils allaient se marier, brandissant une bague que j'ai appris plus tard que Derek était encore en train de rembourser. Leur mariage a monopolisé l'attention de toute la famille pendant 8 mois, Diane traitant l'événement comme un couronnement royal. J'ai servi de demoiselle d'honneur malgré l'invitation tiède de Véronica, dépensant des milliers de dollars pour le bachelorette party et la robe qu'elle a choisie sans me consulter sur le budget ou les préférences. Grant et moi avons découvert que nous attendions notre premier enfant 3 mois après le mariage de Véronica. La joie que j'ai ressentie était indescriptible, le point culminant de tout ce vers quoi j'avais travaillé et rêvé. Nous l'avons annoncé à ma famille lors d'un dîner dominical chez mes parents, espérant que l'annonce serait accueillie avec enthousiasme. Diane a offert un sourire contraint et a dit félicitations avant de ramener la conversation sur les photos de lune de miel de Véronica. Laurence m'a tapé maladroitement sur l'épaule et a mentionné que les petits-enfants étaient chers. L'accueil tiède m'a piqué, mais je me suis rappelé que leur réaction était leur problème, pas le mien. 2 semaines plus tard, Véronica m'a appelé pour m'annoncer qu'elle était aussi enceinte, et que son accouchement était prévu 1 mois après le mien. Soudain, Diane s'est transformée en la future grand-mère enthousiaste que j'avais espéré voir lors de ma propre annonce. Elle a immédiatement commencé à planifier une baby shower conjointe, qui s'est rapidement entièrement concentrée sur Véronica. Liste d'invités, thèmes, registres, tout tournait autour de ma jumelle. Mes préférences ont été rejetées comme des complications inutiles. J'avais économisé de l'argent spécifiquement pour les dépenses liées au bébé pendant les 2 dernières années, mettant de côté une partie de chaque chèque de paie dans un compte dédié. Le solde avait atteint 23 000 $, assez pour couvrir les meubles de la chambre d'enfant, les frais médicaux et la première année de fourniture avec un coussin restant. Grant et moi avions discuté de ce fonds de manière approfondie, planifiant comment l'allouer de manière responsable pour notre famille grandissante. Diane a découvert l'existence de ce fonds lors d'une conversation où j'avais stupidement mentionné le budget pour la chambre d'enfant. Ses yeux se sont aiguisés d'intérêt alors qu'elle posait des questions insistantes sur combien j'avais économisé et où je gardais l'argent. J'ai esquivé du mieux que j'ai pu, mais elle avait une façon d'extraire des informations qui me faisait me sentir comme une enfant prise en flagrant délit de cacher quelque chose d'interdit. Grant a remarqué des schémas dans la dynamique de ma famille que j'avais normalisés pendant des décennies d'exposition. Après avoir rencontré Diane pour la première fois, il lui a demandé pourquoi elle m'interrompait constamment tout en s'accrochant à chaque mot de Véronica. Son observation m'a forcé à confronter des comportements que je m'étais entraîné à accepter comme des caractéristiques immuables de mon existence. Avoir quelqu'un qui témoignait de ce dysfonctionnement d'un point de vue extérieur a validé des sentiments que j'avais enfouis depuis l'enfance. Notre relation s'est renforcée car Grant s'est avéré fiable d'une manière que ma famille n'avait jamais été. Il se montrait quand il disait qu'il le ferait, respectait ses engagements sans excuse, et traitait mes réalisations comme dignes de célébration plutôt que de compétition. Le contraste avec mon éducation était suffisamment frappant pour déclencher parfois des réponses émotionnelles que j'avais du mal à expliquer. Comment exprimer sa gratitude pour une décence élémentaire à quelqu'un qui considère un tel traitement comme la norme ? La nouvelle de la grossesse a apporté des complications que j'aurais dû anticiper. Diane a immédiatement commencé à comparer nos grossesses, posant des questions pointues sur la prise de poids, les symptômes et les mises à jour médicales qui semblaient conçues pour établir la supériorité de Véronica dans un autre domaine. Les nausées matinales sont devenues une compétition où la souffrance de Véronica était légitime, tandis que la mienne était probablement exagérée pour attirer l'attention. Grant a observé ces interactions avec une inquiétude croissante, suggérant plus d'une fois que nous devrions limiter les contacts avec ma famille jusqu'à l'arrivée des bébés. La fête a eu lieu un samedi soir fin septembre. Les parents de Dererick organisaient une fête de fiançailles pour son jeune frère dans leur maison de banlieue, et toute ma famille avait été invitée en raison du lien de Dererick avec notre famille par l'intermédiaire de Véronica.
La maison était élégante mais discrète, remplie de collègues professionnels et de membres de la famille élargie qui se mêlaient autour de vin et d'amuse-gueule. J'étais enceinte de 22 semaines, suffisamment visible pour que des étrangers m'offrent leur place dans le métro. Grant était resté à la maison avec un mal d'estomac, ce qui me faisait me sentir vulnérable sans mon système de soutien habituel. Véronica était radieuse dans une robe moulante qui mettait en valeur son ventre de 19 semaines, acceptant les félicitations de tous ceux qui s'approchaient tandis que Dererick se tenait attentivement à ses côtés. La première heure s'est déroulée sans incident. J'ai bavardé avec la mère de Dererick à propos de son jardin, discuté des politiques de congé maternité avec une femme du bureau de son père, et j'ai généralement essayé de profiter de la soirée malgré le sentiment d'être déplacée sans Grant. La tension a commencé lorsque j'ai remarqué Diane et Suzanne blotties près du bar, regardant à plusieurs reprises dans ma direction avec des expressions que j'avais appris à redouter. Le cri est venu alors que je choisissais un morceau de fruit à la table des apéritifs, essayant de satisfaire l'envie soudaine que la grossesse avait éveillée. « Tessa, viens ici. » La voix de ma mère a traversé la pièce avec l'autorité qu'elle avait exercée toute ma vie. Plusieurs invités se sont retournés, curieux de cette convocation qui interrompait le murmure agréable de la fête. Je me suis dirigée vers elle lentement, mon estomac se serrant d'une appréhension qui n'avait rien à voir avec le bébé. Diane se tenait les bras croisés, flanquée de Suzanne et Véronica. Laurence traînait à quelques mètres, tenant son verre et évitant le contact visuel. La configuration semblait répétée, comme s'ils avaient planifié cette confrontation et attendaient simplement le bon moment. Nous devons discuter de quelque chose d'important. Le ton de Diane suggérait que la discussion n'était pas réellement à l'ordre du jour. Véronica et Dererick rencontrent des difficultés financières. Les frais de mariage, le nouvel appartement, des factures imprévues. Ils ont du mal à se préparer correctement pour le bébé. Je suis désolée d'entendre cela. J'ai gardé ma voix neutre, sentant déjà où cette conversation allait mener. Tu as ce fonds pour bébé. 23 000 $ qui traînent sur un compte sans rien faire. Diane a fait sonner ce montant de façon obscène, comme si j'amassais des ressources pendant une famine. Véronica en a plus besoin que toi. Grant a un bon emploi et tu pourras reconstituer tes économies après l'arrivée du bébé. L'audace de la demande me laissa momentanément sans voix. Autour de nous, les invités continuaient leur conversation, inconscients de l'embuscade qui se déroulait près du bar. Je pris une inspiration et choisis mes mots avec soin. Cet argent est pour mon bébé. Grant et moi avons planifié et économisé spécifiquement pour les besoins de notre enfant. Véronica et Derek peuvent créer leur propre budget et plan d'épargne. Ne sois pas égoïste. Suzanne s'immisça dans la conversation avec une aisance coutumière. La famille aide la famille. Tu as toujours tout eu sans effort pendant que Véronica luttait. Il est temps que tu rendes. L'accusation était si absurde que j'ai presque ri. Chaque réussite que j'avais acquise était le fruit de mes propres efforts, tandis que Véronica recevait constamment des renflouements et des excuses. Mais argumenter des faits historiques avec des personnes qui avaient construit leur propre réalité était inutile. Je ne transférerai mon fonds pour bébé à personne. Cette conversation est terminée. Je me suis retournée pour partir, désespérée de trouver un coin tranquille où je pourrais envoyer un message à Grant pour qu'il parte tôt. La main de Diane s'est refermée sur mon poignet avec une force surprenante, me tirant en arrière pour me faire face. Tu ne me quittes pas quand je te parle. Cède cet argent à ta sœur tout de suite ou il y aura des conséquences. Lâche-moi. J'ai essayé de me libérer, mais sa prise s'est resserrée douloureusement. Tu fais une scène. Et pourquoi ferais-je ça? Tu ne vois pas que je suis enceinte aussi? Les mots ont éclaté plus fort que je ne l'avais voulu, attirant l'attention des invités proches qui ont arrêté leur conversation pour observer la confrontation grandissante. Ce qui s'est passé ensuite me hantera pour toujours. Chaque détail est gravé dans ma mémoire avec une clarté terrible. La main libre de Diane s'est transformée en poing, et avant que je puisse en comprendre le mouvement, elle m'a frappé directement au ventre. L'impact m'a coupé le souffle tandis qu'une douleur explosive traversait mon abdomen. Mes genoux ont fléchi et je me suis effondrée sur le parquet, haletante et serrant mon ventre tandis que ma vision se troublait de larmes et de terreur. Peux-tu répéter ça? Tu oses parler à tes aînés de cette façon?
Ma mère se tenait au-dessus de moi, riant comme si elle venait de lancer une réplique intelligente plutôt que d'agresser sa fille enceinte. Son visage ne montrait aucun remords, seulement la satisfaction d'avoir démontré son pouvoir. Suzanne s'est placée à côté de sa sœur, approuvant la violence dont elle venait d'être témoin. Tu as bien fait, en effet. Elle doit apprendre de cette manière. Ces jeunes n'ont plus aucun respect. J'ai essayé de me relever, mais la douleur qui irradiait à travers mon abdomen rendait tout mouvement agonisant. La peur pour mon bébé a submergé tout le reste, étouffant les bruits de la fête et les visages qui me regardaient. Le bébé allait-il bien? Le coup avait-il causé des dommages? Toutes les possibilités terrifiantes ont traversé mon esprit pendant que je luttais pour respirer. Transfère l'argent déjà. La chaussure de Laurence a heurté mon côté, ajoutant une nouvelle douleur à mon système nerveux déjà submergé. Mon propre père venait de me donner un coup de pied alors que j'étais sans défense et enceinte par terre. La trahison a coupé plus profondément que la blessure physique, brisant quelque chose de fondamental dans ma compréhension des liens familiaux. À travers mes larmes, j'ai vu Véronica se tenir à quelques mètres de là, sirotant son champagne avec un sourire narquois. Elle regardait sa sœur jumelle par terre après avoir été attaquée par leurs parents, et sa seule réponse était l'amusement. Nous avions partagé un ventre, fait nos premiers pas à quelques jours d'intervalle, commencé la maternelle en nous tenant la main. Rien de tout cela n'avait d'importance pour elle à ce moment-là. Diane s'accroupit et m'attrapa une poignée de cheveux, me tirant la tête à un angle douloureux. Signe-le maintenant. J'en ai assez de ton égoïsme et de ton attitude. Véronica mérite cet argent, et tu vas le lui donner. S'il te plaît, réussis-je à dire, le bébé. Ton bébé ira bien. Arrête d'être dramatique. Elle secoua ma tête par les cheveux, envoyant de nouvelles vagues de douleur dans mon cuir chevelu. Sors ton téléphone et transfère l'argent. Nous pouvons mettre fin à tout cela tout de suite si tu coopères. La pièce était devenue silencieuse autour de nous. Je sentais des yeux me regarder, mais personne n'intervenait, soit trop choqué pour réagir, soit réticent à s'impliquer dans ce qui semblait être une dispute familiale. La famille de Dereric, des étrangers pour moi, restait figée près de l'entrée de la cuisine. La fête s'était transformée en cauchemar avec des témoins qui ne faisaient rien pendant que 4 personnes agressaient une femme enceinte pour de l'argent. Quelqu'un a appelé le 911. La voix est venue de derrière moi, inconnue, mais autoritaire. Cette femme a besoin d'attention médicale, et je documente tout sur mon téléphone. L'annonce a rompu le sort qui avait paralysé la pièce. Soudain, des gens bougeaient, cherchant leur téléphone, murmurant entre eux sur ce qu'ils venaient de voir. Diane a lâché mes cheveux et s'est levée, son expression passant du triomphe au calcul alors qu'elle évaluait la situation changée. C'est une affaire de famille, a-t-elle annoncé à personne en particulier. Tessa a toujours été trop sensible. Elle a probablement trébuché et... J'ai une vidéo de vous la frappant au ventre, a interrompu la même voix, appartenant à une femme que j'apprendrai plus tard être la cousine de Dereric en visite de Boston. N'essayez même pas de manipuler ça. Suzanne a attrapé le bras de Diane et lui a chuchoté urgemment à l'oreille. Laurence avait déjà reculé vers la porte, sa réaction de combat ou de fuite choisissant clairement la fuite. Le sourire narquois de Véronica avait disparu, laissant place à l'incertitude alors qu'elle réalisait que la situation avait échappé à tout contrôle. Je me suis concentrée sur ma respiration, sur le fait de rester consciente, sur la sensation de flottement dans mon ventre qui aurait pu être le bébé qui bougeait ou mon imagination désespérée de se rassurer. Le sol sous moi était froid et dur, mais j'avais peur de bouger, peur que toute action n'aggrave les dégâts que l'attaque avait causés. Les ambulanciers sont arrivés en 12 minutes, bien que le temps ait perdu tout sens. Alors que j'étais allongée sur ce sol, ils ont posé des questions. J'ai répondu du mieux que j'ai pu, ils m'ont chargée sur une civière et m'ont transportée à l'hôpital le plus proche tandis que les sirènes dégageaient la circulation devant nous. Un ambulancier m'a tenu la main et a promis que les médecins s'occuperaient de tout, que les bébés étaient résistants, que je devais rester calme pour le bien de mon enfant. Grant m'a retrouvée aux urgences, le visage pâle de peur malgré sa propre maladie. Il avait reçu un appel de la cousine de Dereric, la femme avec la vidéo, qui avait trouvé mes coordonnées d'urgence sur mon téléphone et avait pris l'initiative d'informer mon mari.
Sa main tremblait alors qu'il tenait la mienne, et je le voyais lutter pour assimiler ce que je lui racontais entre les examens et les échographies. Le bébé allait bien. Par miracle, mon corps avait absorbé l'impact du coup sans transmettre de force fatale au sac amniotique. L'échographie montrait un rythme cardiaque sain, des mouvements appropriés, aucun signe de décollement placentaire ou d'autres complications. Le médecin a qualifié cela de positionnement fortuit et de pure chance. Je l'ai appelé la seule bonne chose qui soit arrivée de la pire nuit de ma vie. Les blessures physiques de mon corps racontaient une autre histoire. Des ecchymoses s'étendaient sur mon abdomen là où le coup de pied de mon père avait atterri. Mon cuir chevelu était douloureux à cause de la prise de Diane sur mes cheveux. Mon poignet montrait des marques de doigts là où elle m'avait attrapé. Chaque blessure a été photographiée, documentée et conservée comme preuve par le personnel hospitalier formé au protocole de violence domestique. La police est venue dans ma chambre d'hôpital cette nuit-là. 2 officiers ont pris ma déclaration avec une sympathie professionnelle et m'ont expliqué mes options pour porter plainte. Je leur ai tout raconté pendant que Grant était assis à mes côtés, son expression durcissant à chaque détail de ce que ses beaux-parents avaient fait à sa femme enceinte. La cousine de Dererick avait déjà fourni ces images vidéo qui montraient des preuves claires de l'agression depuis un point de vue proche de la table des amuse-gueules. Ma famille a tenté de me contacter presque immédiatement après avoir quitté la fête. Diane a laissé 3 messages vocaux exigeant que j'arrête d'exagérer et que je revienne à la raison avant de détruire notre famille avec mes mensonges. Laurence m'a envoyé un SMS une fois pour dire que tout cela était un malentendu qui pouvait être réglé en privé. Véronica n'a rien envoyé du tout. Son silence en disait long sur ses loyautés et ses intérêts. J'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone et j'ai changé les serrures de ma maison de ville le lendemain matin. Les jours qui suivirent se fondirent dans un flou de rendez-vous chez le médecin, d'interrogatoires de police et de consultations avec l'avocate que Grant avait trouvée grâce au service de référence juridique de son entreprise. Elle s'appelait Patricia Vasquez, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris acier et réputée pour ses litiges agressifs dans les affaires de dommages corporels. Elle examina les preuves, écouta mon récit et me dit que j'avais un dossier exceptionnellement solide si je voulais le poursuivre. Les options de poursuite civile comprenaient l'agression, les coups et blessures, l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et plusieurs autres causes d'action que Patricia expliqua en détail. Les accusations criminelles étaient traitées séparément par le bureau du procureur, qui s'était intéressé à l'affaire après avoir visionné la vidéo. La combinaison de plusieurs agresseurs, de la grossesse et d'une documentation claire en faisait une poursuite convaincante que le procureur était impatient de poursuivre. Ma mère et ma tante ont été arrêtées à leur domicile respectif 3 jours après la fête. Laurence s'est rendue après avoir reçu un appel de son avocat lui conseillant de coopérer. Tous 3 ont été inculpés de coups et blessures au second degré, un crime à New York étant donné les circonstances impliquant une victime enceinte. La nouvelle de l'arrestation s'est répandue dans notre famille élargie et nos cercles sociaux avec une rapidité que seul le scandale peut atteindre. Véronica n'a pas été inculpée, n'ayant pas physiquement participé à l'attaque. Son observation passive et son absence d'intervention étaient moralement répréhensibles mais non criminelles. Dererick a demandé le divorce 2 semaines après la fête, déclarant qu'il ne pouvait pas rester marié à quelqu'un capable de regarder sa sœur enceinte être agressée sans tenter d'aider. Je n'ai jamais connu tous les détails de leur séparation, mais Véronica a été contrainte de retourner vivre chez nos parents juste au moment où les problèmes juridiques les consommaient. Le procès civil a progressé sur une voie distincte de l'affaire pénale, chaque processus se renforçant mutuellement avec des preuves partagées et des calendriers qui se chevauchaient. Patricia a intenté une action en justice contre les 4 membres de la famille, y compris Véronica, pour son rôle dans la conspiration visant à m'extorquer de l'argent par la contrainte. La plainte alléguait des coups et blessures, l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, une conspiration, et demandait des dommages-intérêts compensatoires et punitifs suffisants pour garantir que les accusés subissent des conséquences significatives. La découverte des preuves a révélé l'étendue complète de la situation financière de ma famille, dressant un tableau bien différent de la prospérité qu'ils avaient toujours projetée. La maison de mes parents était hypothéquée à 90% de sa valeur, avec des mensualités qui grevaient leurs revenus combinés. La dette de carte de crédit sur plusieurs comptes totalisait plus de 60 000 $. Une grande partie de celle-ci avait été accumulée lors du mariage de Véronica et des renflouements ultérieurs.
La situation de Suzanne était tout aussi précaire. Son règlement de divorce d'il y a des années avait été dilapidé en dépenses de style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre de manière durable. Les finances de Véronica et d'Euric étaient catastrophiques. Leurs dettes communes dépassaient leurs actifs de plus de 40 000 $, un lieu de mariage et un traiteur poursuivant toujours le paiement de factures qui n'avaient jamais été réglées. Le salaire de Euric en tant que jeune ajusteur d'assurance ne pouvait pas couvrir leurs obligations mensuelles et les revenus sporadiques de Véronica provenant de travaux temporaires ne contribuaient presque rien au budget du ménage. Les 23 000 $ de mon fonds pour bébé représentaient une fortune pour des personnes noyées dans les dettes. De leur point de vue, mes économies responsables étaient une thésaurisation injuste qui devrait être redistribuée aux membres de la famille qui n'avaient pas réussi à gérer leur propre argent. Le droit derrière cette logique était stupéfiant, mais il expliquait le désespoir qui les avait poussés à la violence lors d'une fête pleine de témoins. Les procédures pénales ont avancé plus vite que prévu. Le procureur de district a proposé des accords de plaidoyer à Laurence et Suzanne en échange de leurs témoignages contre Diane, qui avait donné le coup de poing constituant l'élément central de l'affaire. Tous deux ont accepté, plaidant coupables pour des accusations réduites qui entraîneraient une probation, des travaux d'intérêt général et une thérapie obligatoire de gestion de la colère. Leur coopération a rendu le procès de Diane presque inévitable, car elle était confrontée au choix entre un plaidoyer négocié et un jury entendant des témoins, y compris son propre mari et sa sœur. La décision de Laurence de témoigner contre sa femme a surpris tous ceux qui connaissaient la dynamique de leur mariage. Pendant 32 ans, il s'était plié à Diane sur pratiquement toutes les décisions, lui permettant de se comporter ainsi par une conformité passive qui lui permettait d'éviter la responsabilité directe. La perspective d'une condamnation pour crime et d'une éventuelle peine de prison a apparemment pesé plus lourd que la loyauté qu'il ressentait envers la femme qu'il avait épousée. Son témoignage a décrit un foyer où défier Diane entraînait des semaines de silence et de manipulation émotionnelle, dressant un tableau des dynamiques domestiques qui a aidé à expliquer, sans l'excuser, sa participation à mon agression. La coopération de Suzanne est venue plus facilement, son instinct de survie l'emportant sur toute solidarité fraternelle. À la barre, elle a admis que Diane avait discuté du plan de me demander de l'argent pendant plusieurs jours avant la fête, le présentant comme une demande raisonnable que j'honorerais sûrement une fois correctement persuadée. Le mot persuadé portait des implications sinistres compte tenu de ce qui a suivi, bien que Suzanne ait maintenu qu'elle n'avait pas anticipé de violence physique lorsqu'elle a accepté de soutenir la confrontation de sa sœur. Diane a choisi le procès, convaincue que n'importe quel jury sympathiserait avec une mère qui disciplinait une fille irrespectueuse. Son avocat a tenté de me dépeindre comme une provocatrice qui avait transformé un désaccord familial normal en affaire criminelle à des fins financières. Cette stratégie s'est effondrée spectaculairement lorsque la vidéo a été diffusée au tribunal, montrant le coup de poing non provoqué de Diane, son rire par la suite, et son agression continue pendant que j'étais impuissante par terre. Le jury a délibéré moins de 2 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Diane a été condamnée à 18 mois de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 12 mois compte tenu de son absence de casier judiciaire. En regardant les gardiens la conduire hors de la salle d'audience menottée, je n'ai ressenti aucune satisfaction ni de sentiment de revanche, seulement une tristesse creuse que notre relation se soit terminée de manière si dévastatrice. Ma fille est arrivée en pleine santé et parfaite début février, 6 semaines après le début de la peine de prison de Diane. Grant et moi l'avons nommée Claire, ce qui signifie claire et lumineuse, car elle représentait le nouveau départ que nous construisions des décombres de mon ancienne famille. En la tenant à l'hôpital, j'ai promis qu'elle ne connaîtrait jamais l'amour conditionnel et les dynamiques toxiques qui avaient défini mon enfance. Elle connaîtrait sa valeur sans avoir à la gagner par la compétition avec ses frères et sœurs ou la soumission aux exigences parentales. Le procès civil a eu lieu lorsque Claire avait 4 mois. La mère de Grant est venue de l'Oregon pour aider avec le bébé pendant que je passais des jours au tribunal à témoigner de l'agression et de ses conséquences. Patricia a présenté les preuves méthodiquement, construisant un dossier qui démontrait non seulement l'agression physique, mais aussi le schéma d'abus émotionnel et d'exploitation financière qui l'avait précédé. L'avocat de Véronica a soutenu qu'elle n'avait aucune responsabilité légale pour les actions des autres, qu'elle avait simplement été présente à une dispute familiale qui avait dégénéré de manière inattendue. Sous le contre-interrogatoire, cependant,
Véronica a admis qu'elle avait été au courant du plan de me confronter à la fête, qu'elle avait encouragé Diane à être ferme dans la demande d'argent. Et qu'elle n'avait rien fait pour intervenir parce qu'elle croyait que je méritais d'être mise à ma place. Ses propres mots ont scellé son destin auprès du jury. Les dommages-intérêts accordés ont dépassé ce que Patricia avait initialement projeté. Les dommages-intérêts compensatoires pour les frais médicaux, les salaires perdus pendant la convalescence, et la douleur et la souffrance ont totalisé 170 000 $. Les dommages-intérêts punitifs, destinés à punir les défendeurs pour leur conduite scandaleuse et à dissuader des comportements similaires, ont ajouté 300 000 $. Le jugement a été prononcé conjointement contre les 4 défendeurs, ce qui signifie que chacun était responsable de la totalité du montant si les autres ne pouvaient pas payer leur part. Le recouvrement du jugement a nécessité la saisie des biens que ma famille avait accumulés au cours de leur vie. La maison familiale où j'avais grandi a été vendue aux enchères pour satisfaire la dette, le produit me revenant après le remboursement de l'hypothèque. Regarder des étrangers enchérir sur la propriété où j'avais appris à faire du vélo et célébrer des anniversaires d'enfance a suscité des émotions que je n'avais pas anticipées. La maison elle-même contenait des souvenirs à la fois douloureux et précieux, et sa perte a été ressentie comme la rupture finale de tout lien avec mon passé. Les modestes comptes de retraite de Suzanne ont été saisis, la laissant dépendre de la sécurité sociale et de la bonne volonté d'amis qui se faisaient de moins en moins nombreux à mesure que sa situation se détériorait. Elle avait passé des années à favoriser le comportement de Diane, servant de force coercitive et d'encouragement pour chaque demande déraisonnable et chaque manipulation cruelle. Maintenant, les conséquences de cette alliance lui coûtaient la sécurité financière qu'elle avait supposée l'accompagnerait jusqu'à la vieillesse. Les futurs salaires de Véronica étaient soumis à une ordonnance de saisie-arrêt qui la suivrait pendant des années. La pension de Laurence était partiellement saisie pour couvrir sa part du jugement. La destruction de leur vie financière était complète et légalement sanctionnée. Chaque dollar qu'ils avaient tenté de me voler par la violence a été remboursé plusieurs fois par le système judiciaire qu'ils avaient supposé ne jamais les tenir responsables. L'ironie ne m'a pas échappé que leur cupidité et leur cruauté leur avaient tout coûté, tandis que j'émergeais avec une sécurité financière que je n'avais jamais anticipée. Diane a été libérée de prison après 11 mois, retournant pour découvrir que la maison familiale n'existait plus et que son mari avait demandé une séparation légale. Elle a tenté de me contacter par des intermédiaires, affirmant que la prison avait changé sa perspective et qu'elle voulait se réconcilier pour le bien de Claire. Je n'ai pas répondu à ces ouvertures, les reconnaissant comme de la manipulation plutôt que de véritables remords. La vie de Véronica a déraillé après que le jugement ait rendu l'emploi difficile. La saisie-arrêt sur salaire prélevait un pourcentage important de chaque chèque de paie, rendant presque impossible de se permettre un logement indépendant ou de rétablir un crédit. Elle est passée d'une situation instable à une autre, parfois avec des amis, parfois avec des hommes qu'elle connaissait à peine. Nos chemins se sont croisés accidentellement dans une épicerie 2 ans après le procès, et elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas catégoriser. Ni apologétique, ni hostile, juste fatiguée et vaincue. Grant et moi avons utilisé l'argent du jugement pour rembourser notre hypothèque et établir des fonds d'études pour Claire et pour le fils qui est arrivé 18 mois après sa sœur. Nous avons fait don d'une partie à des organisations de lutte contre la violence domestique, souhaitant que quelque chose de bon ressorte des terribles circonstances qui avaient généré cette aubaine. Le reste a été investi pour assurer la sécurité à long terme de notre famille. La construction de nouveaux réseaux de soutien a nécessité des efforts conscients après avoir coupé les ponts avec tous ceux qui partageaient mon sang. La famille de Grant m'a accueilli avec une chaleur que je n'avais jamais connue. Sa mère traitant Claire comme sa première petite fille, malgré en avoir plusieurs autres. Les dîners du dimanche chez eux sont devenus des traditions que j'attendais avec impatience plutôt que d'endurer, remplis de rires sincères et de conversations qui ne tournaient pas autour de la compétition ou de la critique. Les amitiés se sont approfondies avec des collègues et des voisins qui sont devenus la famille choisie qui a remplacé celle que j'avais perdue. Ma collègue Amanda, qui travaillait dans le cubicule adjacent au mien, est devenue la tante honoraire de Claire après m'avoir aidée pendant les mois difficiles de la grossesse après l'agression. Elle a organisé des livraisons de repas de la part du personnel de bureau pendant mon congé de maternité et a pris des nouvelles régulièrement pendant les procédures du procès. Ces actes de gentillesse de la part de personnes non liées par le sang ont démontré ce que la famille pouvait signifier une fois dépouillée d'obligations et de toxicité.
Notre quartier a fourni une autre source de communauté inattendue. Le couple d'à côté, des retraités qui avaient élevé 4 enfants, offrait leur aide pour la garde d'enfants et des conseils de jardinage sans aucune attente de réciprocité. Les fêtes de quartier et les rassemblements de vacances nous ont fait rencontrer des familles dont la chaleur a fait de notre rue l'environnement de soutien que j'avais toujours désiré. Claire a grandi entourée de gens qui la célébraient simplement pour son existence, et non pour des réalisations qui prouvaient sa valeur dans une compétition sans fin. La thérapie m'a aidé à gérer le traumatisme et la culpabilité qui persistaient longtemps après la disparition des ecchymoses physiques. Ma thérapeute, spécialisée dans l'éloignement familial, m'a fait comprendre que me protéger, moi et mes enfants, de proches abusifs n'était pas une trahison mais une nécessaire autopréservation. Le chagrin d'avoir perdu ma famille coexistait avec le soulagement d'échapper à leur toxicité. Ces 2 émotions étaient également valides et dignes de reconnaissance. Claire a commencé la maternelle l'automne dernier, un jalon qui m'a fait réfléchir à ma propre enfance d'une manière que j'avais évitée pendant des années. En la regardant courir vers la salle de classe avec confiance et enthousiasme, j'ai reconnu à quoi ressemblait un attachement sécurisé chez un enfant qui n'avait jamais douté de l'amour de ses parents. Grant et moi avions brisé le cycle, créant un environnement familial si différent de ce que j'avais connu qu'il me semblait parfois élever des enfants dans une langue étrangère que j'apprenais encore. Véronica a envoyé une lettre le mois dernier, la première communication directe depuis plus de 5 ans. Elle écrivait qu'elle avait terminé sa thérapie, atteint la sobriété après le problème d'alcool qu'elle avait développé après le procès, et voulait s'excuser pour son rôle dans ce qui s'était passé à la fête. La lettre reconnaissait des torts spécifiques sans faire d'excuses ni exiger de pardon, ce qui était plus que ce que j'avais jamais reçu de quiconque dans ma famille. Je n'ai pas décidé si je devais répondre. Certaines blessures guérissent mieux sans être rouvertes. Et la sécurité et la stabilité de mes enfants importent plus que de résoudre des affaires inachevées avec une sœur qui m'a regardé me faire battre pendant qu'elle sirotait du champagne. Peut-être qu'un jour Claire et son frère voudront connaître leur tante, et je soutiendrai ce choix lorsqu'ils seront assez grands pour le faire eux-mêmes. Pour l'instant, les limites que j'ai établies protègent une paix que j'ai trop durement gagnée. Ma mère reste étrangère et impénitente, racontant toujours à qui veut l'entendre que j'ai détruit notre famille à cause d'un malentendu. Laurence n'a fait aucun effort pour me contacter depuis la signature des papiers de divorce de Diane. Suzanne est décédée d'un cancer l'année dernière, et je l'ai appris par une publication sur les réseaux sociaux d'une lointaine parente plutôt que par une notification directe. L'absence de membres de ma famille à ces funérailles témoigne de fractures qui s'étendent au-delà de ma situation individuelle. Grant me demande parfois si je regrette d'avoir porté plainte et intenté un procès, si je ferai un choix différent, connaissant les conséquences permanentes pour toutes les personnes impliquées. Ma réponse est toujours la même. Ils ont choisi la violence contre une femme enceinte plutôt que d'accepter le mot « non ». Toutes les conséquences qui ont suivi découlaient de leur décision, pas des miennes. J'ai refusé d'être une victime, et ils ont refusé de croire que je riposterais. Seule l'une d'entre nous avait raison sur l'autre. Le fonds pour bébé existe toujours, bien qu'il ait été renommé et réaffecté. Nous l'appelons maintenant « l'avenir de Claire », et il contient bien plus que les 23 000 $ que ma famille a essayé de voler. Il représente des économies, des investissements et des espoirs pour un enfant qui ne connaîtra jamais l'amour conditionnel et les attentes toxiques qui ont marqué mon éducation. Elle fera ses propres choix concernant la famille, les relations et l'argent sans craindre la violence des personnes qui devraient la protéger. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais simplement transféré l'argent ce soir-là. Si je m'étais soumise à leurs exigences pour éviter la confrontation qui a tout changé. Aurait-il été satisfait? Ou y aurait-il eu une autre demande, un autre test de ma conformité, une autre punition pour soumission insuffisante? La question est rhétorique car je connais la réponse. Les agresseurs escaladent jusqu'à ce que quelqu'un les arrête, et les arrêter a été la décision la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais prise. Claire a récemment demandé pourquoi elle n'avait pas de grands-parents comme ses amis à l'école. Je lui ai dit la vérité en termes adaptés à son âge. Certaines familles ne sont pas saines, et parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de construire une nouvelle famille avec des gens qui vous traitent bien. Elle a accepté cette explication avec une adaptabilité pragmatique que possèdent les enfants, plus intéressés par sa prochaine fête d'anniversaire que par des proches qu'elle n'a jamais rencontrés.
La fête sera petite, juste quelques amis de l'école et les membres de la famille de Grant qui sont devenus des grands-parents et tantes honoraires. Il y aura du gâteau, des jeux et des rires, tout ce qu'une célébration devrait contenir. Et quand les invités partiront et que la maison sera silencieuse, je tiendrai ma fille et je saurai qu'elle est en sécurité, aimée et protégée.